7 mois après avoir enterré ma femme, sa sœur m'a invité à une fête d'anniversaire. Devant toute la famille, elle a annoncé publiquement que le bébé était le mien et a exigé la moitié de mon assurance de 50 millions de dollars. Je n'ai pas été en colère, j'ai commencé à rire. Toute la pièce est devenue pâle parce qu'en réalité, ma femme était enterrée depuis seulement 7 mois. La douleur en moi n'avait même pas eu le temps de s'estomper que sa propre sœur était déjà là, à calculer combien d'argent elle pourrait tirer de ce décès. Non pas en secret, ni en privé, mais devant 30 personnes. Des personnes qui avaient fait la route depuis 3 villes différentes, juste pour être là et témoigner de cela. Elle s'est levée au milieu d'une fête d'anniversaire pour enfants, à lisser sa robe comme si elle s'apprêtait à monter sur scène pour prononcer un discours. Puis, devant toute la famille, elle a annoncé, d'une voix si calme qu'elle m'a glacé le sang, que son enfant était le mien. Que j'avais couché avec elle. Pendant que ma femme agonisait sur un lit d'hôpital, que je lui devais la moitié d'une indemnité d'assurance vie de 50 millions de dollars, et que, si j'osais le nier, chaque personne présente dans cette pièce se tiendrait à ses côtés. Tous, sans exception. Un silence complet. J'ai regardé autour de moi. J'ai regardé chaque visage, des gens en qui j'avais eu confiance pendant près de 20 ans. Des gens qui avaient pleuré aux funérailles d'Elena, qui m'avaient tenu là. Main au bord de la tombe, qui m'avaient dit que j'étais leur famille. Et je l'ai vu. Non pas du choc, ni de la confusion, ni le tressaillement de quelqu'un qui entend quelque chose d'inattendu. J'ai vu l'immobilité particulière des gens qui connaissaient déjà la fin de la représentation à laquelle ils assistaient. Tout cela avait été orchestré à l'avance. Puis j'ai fait quelque chose qui a rendu toute la pièce blême. Quelque chose qui a démantelé leur plan entier en l'espace de 4 secondes. Mon nom est Marcus. 7 mois avant cette fête d'anniversaire, j'ai enterré ma femme Elena dans un cimetière du sud de Houston, un mardi matin, sous un ciel gris et couvert. D'une manière qui semblait intentionnelle. Elle avait 41 ans. Elle avait des yeux bruns qui pouvaient trouver de la chaleur en chacun, et elle riait de la façon dont les gens rient quand ils le pensent. Vraiment, pleinement et sans retenue, le genre de rire qui pouvait remplir un couloir. Nous avions 18 ans de vie commune. Pas un conte de fées, un vrai mariage avec des disputes d'argent, de longs silences, des rituels du dimanche. Et des blagues intimes intraduisibles. Elle a été diagnostiquée d'un cancer de l'ovaire à 39 ans, et elle est décédée 14 mois plus tard. Je lui tenais la main. Je dois vous faire comprendre. À quoi ressemblaient ces 7 mois avant de vous raconter ce qui s'est passé. Ensuite, car le contexte est important. J'ai arrêté de manger régulièrement. Je suis allé à l'épicerie et je suis resté dans le rayon du pain, essayant de me souvenir pourquoi j'étais venu. Notre maison dans le quartier de Montrose me semblait énorme, comme elle ne l'avait jamais été de son vivant, chaque pièce recélant quelque chose qui lui appartenait. Chaque recoin ancrant un souvenir que je n'étais pas prêt à toucher. Son thé était toujours dans le placard. Ses robes étaient toujours dans le placard. Je ne pouvais me résoudre à déplacer la moindre chose, car déménager. Ses affaires me semblaient être la deuxième mort, celle administrative, et je n'étais pas prêt pour cela. Je vivais encore la première. C'est là que j'étais quand Renée a appelé. Renée était la sœur cadette d'Elena, 36 ans, mariée depuis 2 ans à un homme nommé Derek, qui travaillait dans la construction quand il trouvait du travail, et il n'en avait pas trouvé régulièrement depuis longtemps. Elle avait un petit garçon nommé Noah. Elena avait été si excitée par ce bébé. Elle avait tricoté une petite couverture pendant qu'elle était encore assez forte pour tricoter, acheter des jouets qu'elle savait qu'elle ne le verrait jamais ouvrir, le tint dans ses bras 2 fois avant de devenir trop faible. Le message de Renée disait, Marcus, Noah a 1 an samedi. La famille veut que tu sois là. Elena aurait voulu que tu sois là. J'ai failli ne pas y aller. J'ai tapé et désolé 2 fois et je l'ai effacé 2 fois.
Mais Elena croyait à l'importance d'être présent. Elle y croyait comme certaines. Personne croit à la prière. Alors, j'y suis allé pour elle. J'aurais dû écouter le malaise qui s'est installé dans ma poitrine lorsque je me suis garé dans l'allée de René et que j'ai vu des voitures auxquelles je ne m'attendais pas. La mère d'Elena, Gloria, était là, ainsi que sa tante Pauline. Craig, le cousin d'Elena, et sa femme Vivian avaient fait le déplacement. L'oncle Bernard, de Dallas, était également venu pour l'anniversaire d'un enfant. D'1 an. Je suis resté un instant dans ma voiture, les mains sur le volant. Quelque chose n'allait pas. Pas gravement, juste pas normal. Comme une pièce où les gens arrêtent de parler à l'instant même où vous entrez. À l'intérieur. La maison était décorée de ballons et d'une bannière jaune Noah 1 an. Des plats à gratin étaient disposés sur la table de la cuisine. Des enfants couraient dans le couloir. Tout semblait normal. Rien ne semblait normal. La conversation déviait lorsque j'approchais. Les sourires duraient de temps de trop. Gloria me lançait des regards à travers la pièce, avec une expression que je ne pouvais pas nommer. Craig ne me regardait presque pas dans les yeux. Et quand je me déplaçais dans la pièce, je remarquais la façon dont les groupes se reformaient après mon passage, les têtes penchées l'une vers l'autre. J'ai attrapé la fin d'une phrase qui se terminait avant que je ne puisse en entendre le sujet. Si vous êtes déjà entré dans une pièce et avez ressenti le poids spécifique des gens qui font semblant de ne pas vous regarder, vous connaissez la sensation que je décris. La conscience que quelque chose s'organise autour de vous, que vous êtes au centre de quelque chose dont vous ne pouvez pas encore percevoir la forme. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je n'avais juste aucune idée à quel point. Je me suis retrouvé dans la cuisine pour prendre de l'eau quand Derek est apparu. Il avait l'air terrible, le visage rouge, chancelant, comme un homme qui s'était disputé avec lui-même pendant des heures. Il a commencé à me dire quelque chose. Il a même prononcé les premiers mots. Puis René a fait irruption par la porte de la cuisine, m'a attrapé le bras et m'a tiré vers le salon avec une poigne plus forte que l'amitié. Nous allons chanter la chanson d'anniversaire, a-t-elle dit. Tu dois être sur les photos. La phrase inachevée de Derek est restée dans ma tête comme une écharpe pendant tout le chant. La chanson d'anniversaire a duré environ 90 secondes. Noah a plongé son visage dans son gâteau avec les 2 poings, et la pièce a ri. Et pendant ces 90 secondes, ça a ressemblé à une vraie fête. Puis le chant s'est arrêté, et le silence qui a suivi était de ceux qui contiennent de l'électricité. René a posé son téléphone. Elle a lissé le devant de sa robe, une habitude nerveuse que je reconnaissais après des années de réunions de famille, mais cette fois, cela ressemblait à quelque chose qu'elle avait répété jusqu'à ce que cela paraisse naturel. Ses yeux ont balayé lentement la pièce. Elle vérifiait les présences. Puis elle s'est tenue un peu plus droite et a prononcé les mots. Elle a dit que Noah était mon fils. Elle a dit que nous avions été ensemble pendant qu'Elena était malade. Elle a dit qu'elle était désolée que cela doive se savoir ainsi, mais que Noah méritait son père et que je devais assumer mes responsabilités. Elle m'a regardé pendant tout ce temps, sa voix était ferme et la pièce n'a pas réagi avec surprise. Cette dernière partie. La pièce n'a pas réagi avec surprise. Je suis resté là, dans ce salon trop chaud, mon cœur battant dans mes oreilles, et j'ai regardé chaque visage que je connaissais depuis près de 2 décennies. Gloria, qui avait été assise avec moi dans la salle d'attente de l'hôpital pendant 3 jours d'affilée. Pauline, qui avait préparé des plats que je ne pouvais pas manger, mais qui continuait toujours à en faire. Craig, qui avait porté le cercueil aux funérailles d'Elena et m'avait serré la main en m'appelant mon frère. Et je l'ai vu. Pas de choc. Pas de confusion. Pas le tressaillement. De personnes qui entendent quelque chose qu'elles n'avaient pas anticipé. J'ai vu la reconnaissance.
Le regard calme et maîtrisé des gens qui observent un plan se dérouler. Chaque personne dans cette pièce avait été mise au courant. Je veux être honnête avec vous maintenant, car je pense à ce moment plus qu'à tout autre. J'avais enterré la personne que j'aimais le plus au monde il y a 7 mois. J'étais encore dans cette phase du deuil où l'on ne dort pas une nuit complète. Où l'on se tourne encore pour dire quelque chose à quelqu'un qui n'est plus là. Et j'étais debout dans une pièce pleine de gens qui m'avaient serré dans leurs bras à ses funérailles. Qui m'avait vu au plus bas. Qui s'était qualifié de ma famille, et ils me regardaient avec la patience mesurée de gens qui attendaient une réaction qu'ils avaient prévue. C'est là une forme de dévastation en soi. Ce n'est pas seulement une trahison. C'est le sol qui disparaît. Puis quelque chose s'est produit, que personne dans cette pièce n'attendait. J'ai ri. Pas un rire nerveux et paniqué. Un vrai rire. D'abord léger, puis s'amplifiant jusqu'à ce que je sois légèrement penché en avant, les mains sur les genoux, des larmes coulant sur mon visage, et que la pièce me regarde comme si j'avais complètement perdu la tête. Parce qu'à ce moment-là, avec une clarté absolue, j'ai compris exactement ce qui se passait, et exactement ce qu'il n'avait pas prévu. Marcus. La voix de Gloria était perçante. Ce n'est pas le moment de. Non, ai-je dit, en me redressant et en essuyant mes yeux. Je pense que si, justement. J'ai regardé René. Et j'ai dit clairement, d'une voix que chaque personne dans la pièce pouvait entendre, j'ai eu une vasectomie il y a 9 ans. Il m'est médicalement impossible d'être le père de cet enfant. Rien ne ressemble tout à fait à une pièce absorbant une information pour laquelle elle n'était pas préparée. Il y a eu des sons audibles, des inspirations aiguës, un mot étouffé. Quelque part près de la porte de la cuisine, un son que je ne peux décrire que comme le bruit d'un plan qui se brise. Le visage de René a traversé 3 expressions en environ 4 secondes. Celle sur laquelle il s'est posé était quelque chose entre la fureur et la terreur. Tu mens, a-t-elle dit. La certitude dans sa voix avait déjà perdu sa forme. J'ai les dossiers médicaux, ai-je dit, et je prendrai personnellement les dispositions pour un test ADN si vous souhaitez poursuivre cette conversation. Tout s'est effondré. Derek s'est levé, le visage me disant qu'il n'était pas au courant de ce qui avait été organisé dans cette pièce, qu'il n'avait pas été informé. René s'est tourné vers lui, et c'est à ce moment-là que la pièce a cessé d'être une représentation pour devenir quelque chose de plus laid et de plus réel. Les membres de la famille, qui étaient assis dans un alignement confortable, ont commencé à s'agiter sur leur siège, certains d'entre eux commençant visiblement à recalculer. Et René, acculée dans un coin d'où elle n'avait pas préparé de seconde sortie, a pris la décision qui a révélé exactement le genre de personne qu'elle était. Vraiment. Elle a dit qu'il y avait quelque chose que je ne savais pas sur Elena. Elle a dit qu'elle était allée voir ma femme 3 semaines avant la dernière hospitalisation d'Elena et lui avait parlé de l'affaire. Elle a dit qu'Elena l'avait cru. Elle a dit que ma femme avait passé ces dernières semaines à penser que l'homme qu'elle avait épousé l'avait trahi. La pièce est devenue froide. Je veux m'arrêter ici et vous demander quelque chose. Mettez de côté tout le reste. L'argent, le stratagème, la complicité de la famille, et considérez un instant ce que René vient de décrire. Elle est allée voir sa sœur mourante. Elle a tiré une chaise à côté d'une femme épuisée, effrayée et à court de temps. Et elle a planté un mensonge. Non pas parce que le mensonge était vrai, non pas parce qu'elle y croyait, mais parce qu'elle avait besoin que le monde change, et elle était prête à utiliser les dernières semaines de la vie de sa sœur comme levier pour y parvenir. J'y ai pensé plus de fois que je ne peux compter, et je ne peux toujours pas absorber pleinement la froideur de cette action. Le chemin jusqu'à ma voiture a semblé se faire en marchant dans l'eau. Je suis resté longtemps derrière le volant. La pensée d'Elena, mon Elena, qui m'avait fait confiance pendant 18 ans, passant ces derniers jours à croire que j'avais utilisé sa souffrance comme une opportunité de la trahir.
Cette pensée avait un poids physique. J'ai dû poser mes 2 mains sur le tableau de bord. Mais quelque chose d'autre était également là. Sous le chagrin et la colère, une petite voix têtue disait. Elena me connaissait. Elena me connaissait comme on ne peut connaître quelqu'un qu'après 18 ans de vie réelle ensemble. Et l'Elena que je connaissais aurait regardé l'histoire de René et aurait su, à un certain niveau, qu'elle ne correspondait pas à la personne avec qui elle avait construit sa vie. Je suis allé voir le docteur Okafor. Le docteur Okafor était le médecin d'Elena depuis 11 ans. C'était le genre de médecin qui se souvenait des noms des familles de ses patients sans regarder un dossier. Qui appelait aux anniversaires de diagnostics difficiles, juste pour prendre des nouvelles. Lui et Elena avaient une amitié qui dépassait le cadre clinique. Il était venu dîner chez nous 3 fois. Quand je l'ai appelé ce soir-là, il a répondu au 2e coup de fil et m'a dit de venir le matin. Il a confirmé qu'Elena était venue le voir avec des questions. Sur les vasectomies, si elle pouvait s'inverser d'elle-même, si un homme pouvait être le père d'un enfant des années après l'opération. Il m'a laissé un instant avec cette information avant de continuer. Puis il m'a dit la vérité. Elena n'était pas venue parce qu'elle croyait à l'adultère. Elle était venue parce qu'elle savait immédiatement que René mentait et qu'elle voulait comprendre la biologie suffisamment bien pour documenter sa certitude. Elle connaissait le désespoir de sa sœur depuis des années. Elle l'avait vu grandir. Elle avait vu cela venir comme on voit une tempête quand on a observé le ciel assez longtemps. Docteur Okafor a ouvert le tiroir de son bureau et a posé une enveloppe sur la table. Entre nous. Mon nom était écrit sur le devant de la main d'Elena. Sa voix était calme quand il a dit qu'elle lui avait demandé de me la donner si René venait. Un jour après l'argent de l'assurance. Mes mains n'étaient pas stables quand je les prises. Les choses que les gens laissent derrière eux, des lettres, des enregistrements sauvegardés sur un téléphone, une écriture sur un mot collé à une armoire 2 ans après le départ de quelqu'un, porte un poids qu'aucune autre catégorie d'objets ne porte. Elena avait écrit ceci pendant qu'elle mourait. Elle l'avait écrit pour un avenir qu'elle ne serait pas vivante pour voir, pour une version des événements qu'elle avait prédite avec une précision douloureuse. Elle l'avait écrit pour que, lorsque le moment viendrait, je ne sois pas seule. Elle a écrit qu'elle n'avait jamais douté de moi. Pas une seule heure. Elle a écrit que lorsque René est venu la voir avec le mensonge, elle avait regardé le visage de sa sœur et avait ressenti quelque chose s'installer dans la tristesse, pas la rage, pas la surprise, juste la tristesse, car elle savait déjà que sa famille était capable de cela. Elle les avait vus regarder sa police d'assurance vie comme certaines personnes regardent un billet de loterie. Elle avait remarqué quelle conversation s'arrêtait lorsqu'elle entrait dans une pièce. Elle a nommé le vrai père, Craig. Son cousin Craig qui siégeait à 2 conseils d'administration d'entreprise, qui était marié à Vivian depuis 16 ans, qui m'avait serré la main aux funérailles et m'avait appelé le meilleur homme qu'il connaissait. Valant environ 15 millions de dollars, confortablement aisé, mais pas assez riche pour simplement absorber le coût de l'exposition. Il payait à René 5 000 $ par mois en argent secret depuis plus d'1 an. Assez pour maintenir le secret fonctionnel, mais pas assez pour régler la dette sous-jacente. La famille le savait, Gloria le savait, Pauline le savait. Le trajet de Bernard depuis Dallas avait maintenant tout son sens. Ils avaient tous participé tranquillement à la protection de Craig. Et ils avaient collectivement décidé que mon règlement d'assurance était la solution la plus élégante à un problème qui les avait tranquillement humiliés pendant des mois. Elena avait changé son testament 3 jours avant de mourir. L'argent était à moi. Entièrement à moi. Avec une clause. Si sa famille venait après moi, et que je reconnaissais l'intention pour ce qu'elle était, j'étais explicitement libéré. Selon ses mots, de toute obligation de maintenir cette relation. Elle avait tout rassemblé. Des messages textes entre Craig et René discutant de la grossesse.
des relevés de virements bancaires, un test de paternité privé que Craig avait commandé puis enterré. Tout cela était dans un coffre-fort dans une banque sur Westmeer, et la clé était scotchée à l'intérieur de la couverture arrière de l'enveloppe. J'ai posé la lettre sur le bureau du docteur Okafor et je n'ai rien dit pendant longtemps. Dehors, par la fenêtre, Houston vaquait à ses activités de l'après-midi, avec une indifférence totale à ce qui venait de se réorganiser en moi. Quelque part là-bas, dans une maison aux encadrements de fenêtres écaillées et à la bannière d'anniversaire dégonflée, une pièce pleine de gens était en train de comprendre à quel point le plan avait échoué. Et ici, dans ce bureau tranquille, je tenais 2 pages écrites de la main de ma femme décédée, qui me disait qu'elle avait su qui j'étais jusqu'à la fin. Ce qu'Elena a fait, ce qu'elle a construit depuis son lit de mort, pièce par pièce, pendant des semaines où elle souffrait, était épuisée et effrayée, a été un acte d'amour si spécifique et si pratique que je ne peux toujours pas décrire pleinement ce que j'ai ressenti en le recevant. Elle ne pouvait pas arrêter ça. Famille. Elle ne pouvait pas changer qui ils étaient. Mais elle pouvait s'assurer que leur cupidité tomberait dans le vide. Elle pouvait s'assurer que je m'en irais avec la vérité au lieu des décombres d'un mensonge. Elle pouvait s'assurer que j'avais une lettre de sa main me disant que j'étais libre. J'ai envoyé un message à Craig ce soir-là, cimetière, jeudi. À 9h. Viens seul ou j'appelle Vivian ce soir. Il est arrivé l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Le matin était frais et l'herbe encore humide, et il se tenait à environ 3 mètres de la pierre tombale d'Elena, les mains profondément enfoncées dans les poches de son manteau, sans croiser mon regard. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois pendant la conversation qui a suivi. Je veux être honnête, ce n'était pas de la noblesse. C'était une sorte d'épuisement profond face à la performance de la colère. J'avais passé 7 mois à l'intérieur des récits des autres sur ma vie, mon chagrin, ma femme, mon argent. J'en avais fini avec les performances. Je lui ai dit ce que j'avais. Je lui ai dit où c'était sécurisé et par combien de parties. Je lui ai dit que toutes les voies, sauf l'honnêteté, entraînaient désormais un coup qu'il ne pouvait pas gérer. Il s'est assis sur l'herbe mouillée. Il a enfoui son visage dans ses mains. Il a dit qu'il était désolé, de la manière spécifique dont les gens le disent. Lorsqu'ils comprennent que la chose dont ils sont désolés ne peut être annulée. Je lui ai dit ce dont j'avais besoin. Il le dirait à Vivian lui-même avant la fin de la semaine. Il établirait un fonds fiduciaire légitime pour Noah, pas des paiements mensuels qui pourraient être renégociés ou retenus, mais un fonds structuré avec une responsabilité légale. Et il ferait comprendre à René qu'il n'y aurait plus d'autres stratagèmes, plus aucun contact avec moi, plus aucune tentative d'utiliser son fils comme instrument financier. Si vous vous demandez si Marcus aurait dû faire plus, intenter une action en justice, s'adresser au conseil d'administration de Craig, laisser toute l'histoire tout brûler publiquement. Je comprends cet instinct. Je l'ai ressenti, mais je suis aussi revenu à quelque chose qu'Elena a écrit vers la fin de sa lettre. Le but n'est pas de gagner. Le but est d'être libre. Elle était plus intelligente que moi à ce sujet. Je voulais honorer cela. Craig l'a dit à Vivian en moins de 48 heures. Elle a demandé le divorce en moins de 10 jours. Il a démissionné tranquillement de ses 2 postes au conseil d'administration. Avant que quiconque n'ait l'occasion de le pousser. Il a établi le fonds fiduciaire de Noah dans le mois. Derek a chassé René quand l'ampleur de ce qu'elle avait fait l'a atteint, non pas le complot contre moi, mais le mensonge qu'elle avait dit à sa belle-sœur mourante. La maison a été saisie. J'ai déménagé de Houston 3 mois après cette fête d'anniversaire. J'ai trouvé une maison dans la région vallonnée de Fredericksburg, mur en pierre et cèdre. Entourée de chênes verts, avec un porche orienté à l'ouest. Les couchers de soleil depuis ce porche étaient de ceux qui vous font croire, du moins pendant qu'ils se produisent, que le monde a de bonnes intentions. J'ai changé de numéro. J'ai déposé les papiers nécessaires.
Le silence qui a suivi a été le silence le plus pur que j'ai connu depuis des années. Le docteur Okafor est venu me voir le printemps suivant. Il a apporté une seconde enveloppe qu'Elena lui avait dit de garder jusqu'à ce que suffisamment de temps se soit écoulé. L'extérieur disait, de sa main, pour quand tu seras prêt à revivre. Elle avait joint un chèque de banque et un petit carnet de voyage. Les 50 premières pages étaient remplies de son écriture, des lieux qu'elle avait entourés dans des magazines de voyage, des questions qu'elle avait écrites dans les marges. La lumière est-elle vraiment de cette couleur le soir à Lisbonne? Ou est-ce juste de la photographie? La nourriture à Oaxaca a-t-elle le goût que les photos disent qu'elle a? La dernière page était vierge, à l'exception d'une seule ligne. À ton tour. Je me suis assis sur le porche de ma maison de campagne et j'ai lu ces pages 2 fois. J'ai pensé à la femme qui m'avait assez aimé pour continuer à m'aimer après sa mort, qui avait vu le piège se refermer autour de moi pendant qu'elle luttait pour rester en vie, et qui avait refusé de le laisser se refermer. Je ne sais pas ce qui me hante le plus dans cette histoire, ce que René a fait. Ou le fait qu'elle n'avait pas entièrement tort de penser qu'elle pourrait s'en tirer. Car voici l'inconfortable vérité que personne ne veut dire à voix haute. Les gens qui vous aiment peuvent devenir des étrangers plus vite que vous ne l'auriez jamais imaginé. Et l'argent, même pas beaucoup, juste assez pour rendre quelqu'un désespéré, peut transformer la famille en arithmétique. Mais ce n'est pas ce à quoi je reviens sans cesse. Ce à quoi je reviens, c'est Elena, une femme mourante, qui savait exactement de quoi sa famille était capable, qui pouvait voir le piège se tendre autour de son mari alors qu'elle luttait encore pour rester en vie, et qui, au lieu de passer ses dernières semaines dans l'amertume ou la peur, s'est assise et lui a construit une issue. Pièce par pièce, document par document, mot par mot, dans une lettre qu'elle savait qu'elle ne le verrait jamais lire. Je ne sais pas comment vous définissez l'amour, mais je pense que c'est ça. Juste là. Et cela me laisse avec une question que je n'ai pas pu chasser, non. Pas à propos de René, non pas à propos de l'argent, mais à propos de moi-même. Si j'étais à la place d'Elena, aurais-je ce genre de clarté? Aurais-je ce genre d'altruisme? Ou serais-je trop absorbé par ma propre mort pour penser attentivement à la personne que je laissais derrière moi? Je n'ai pas de réponse à cela. Je ne suis pas sûr que quiconque en ait, tant qu'il n'est pas dans ce moment précis. Mais je pense que cela vaut la peine d'y réfléchir. Voici ce que je dirais à propos de Marcus. Il n'a pas gagné parce qu'il était plus intelligent que. Il n'a pas gagné parce qu'il était plus fort, plus bruyant ou plus stratégique. Il a gagné parce que la femme qu'il aimait avait déjà réfléchi plus loin que tous. La chose la plus puissante de toute cette histoire n'est pas la vasectomie. Ce n'est pas la preuve dans le coffre-fort. C'est le fait qu'Elena lui faisait une confiance si totale, si discrète, si inconditionnelle qu'elle a construit ça. Protection autour de lui comme quelque chose de permanent, quelque chose qui resterait debout après son départ. Ce genre d'amour ne demande rien en retour. Il s'assure juste que vous allez bien. Maintenant, je veux vous demander quelque chose, et je le pense sincèrement, pas comme une formalité. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous a un jour protégé d'une manière que vous n'avez comprise pleinement que plus tard, discrètement, sans que ce soit à propos d'une manière que vous n'avez même pas reconnue comme une protection avant que ce ne soit fini. Je veux que vous écriviez son nom dans les commentaires. Juste son nom, rien d'autre n'est requis. Je pense que les gens comme ça méritent d'être reconnus, même si ce n'est que dans une section de commentaires. À une heure impaire sur Internet. Et dites-moi d'où vous regardez. Et quelle heure il est là-bas en ce moment. Chaque fois que je lis ces commentaires, cela me rappelle que des histoires comme celle-ci, sur la trahison et le chagrin, et ce dont les gens sont capables lorsque le désespoir s'installe, trouvent leur chemin dans tous les coins du monde. Il y a quelque chose dans ce genre d'histoire qui ne se soucie pas des fuseaux horaires.
Une dernière chose avant de partir. Je veux que vous pensiez à une personne dans votre vie en ce moment, pas plus tard, qui ferait ce qu'Elena a fait pour vous. Qui anticiperait en votre nom. Qui vous aimerait suffisamment attentivement pour vous protéger de choses que vous ne savez même pas qu'elles arrivent. Si cette personne existe et que vous ne lui avez pas dit récemment ce qu'elle représente pour vous, c'est la seule chose que cette histoire vous demande réellement de faire. Pas de vous abonner, pas de commenter, juste cela. Bien que, si cette chaîne vaut la peine d'être visitée à nouveau, j'adorerais vous y avoir. Je ne promets pas que toutes les histoires se terminent aussi proprement. Mais je promets que chaque histoire vous fera réfléchir à quelque chose qui compte bien après que vous ayez fermé l'écran. Ceci est une histoire fictive inspirée d'expériences émotionnelles réelles. Entièrement réécrite et réimaginée à Houston, Texas, pour créer un contenu original. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels est purement fortuite.